C'est donc le dernier séminaire lié à ce cycle de cours. Et je vous rappelle tout de même qu'il y aura encore un colloque. J'ai oublié de vous montrer la diapositive qui en indiquait la date, mais il y a encore un colloque qui accompagne ce cours qui aura lieu le jeudi 11 mai de 9h à 18h et qui est intitulé « Aux côtés de la littérature, 10 ans de nouvelle direction ». Et pour cette journée, j'ai invité 10 auteurs qui ont publié chacun un livre important de critique, d'histoire, de théorie littéraire pour les 10 dernières années, depuis 2007. Donc j'ai choisi un livre par an, un auteur par an, pour parler d'un livre qui me paraît important. 11 mai 2017. Je suis donc très heureux d'accueillir pour le dernier séminaire Gisèle Sapiro, qui nous fera entrer de plein pied dans le XXe siècle que j'ai évité. Puisque, comme je l'ai rappelé, ma période cette année, c'était 1819-1881. Et Gisèle Sapiro est bien connue par un livre important, publié en 1999. Si vous l'aviez publié plus tard, je vous aurais invité dans cette série des 10 livres depuis 2007, sûrement. Un livre publié en 1999 intitulé « La guerre des écrivains, 1940-1953 », donc une période particulièrement belliqueuse. Elle est directrice de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, où elle est vice-présidente pour les affaires internationales. Sa discipline, c'est la sociologie de la littérature, la sociologie du champ intellectuel. Et elle a donc beaucoup travaillé sur ces questions de responsabilité des écrivains. C'est le titre d'un autre de ses livres, Littérature, droit et morale, 19e, 21e siècle. Elle est donc la meilleure experte à qui je pouvais penser pour... vous avez vu que dans le séminaire, puisqu'on a commencé avec les Grecs, et on a essayé de remplir les périodes, au fond, que je ne traitais pas dans le cours. On a parlé de la Renaissance, on a parlé du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, avec Barès et Péguy, un peu plus loin que ma propre période, et nous finissons donc, ce qui retombe sur la chronologie, avec les questions plus contemporaines. Son titre est « Pour une sociologie des querelles littéraires ». Je vous remercie. Je vous remercie, moi, Antoine Compagnon, de m'avoir invité à ce séminaire sur un thème qui m'est cher. En effet, je vais me centrer ici sur les luttes entre écrivains, donc la partie sport aussi du combat, les joutes littéraires. Donc, du point de vue sociologique, on peut envisager la question de la littérature comme sport de combat, des querelles littéraires sous au moins 3 angles. Le champ littéraire comme espace de concurrence réglé, tel que l'a théorisé Pierre Bourdieu. Donc là, les écrivains luttent pour imposer leur conception de la littérature, mais ils doivent le faire suivant certaines règles, d'où l'analogie avec les jeux. Tous les coups ne sont pas permis pour gagner, et les stratégies s'élaborent par réajustement au mouvement des adversaires. Deuxième angle, c'est l'étude des formes que prennent ces luttes, en particulier les querelles littéraires et la question de leur spécificité par rapport à d'autres espaces. On peut penser au champ scientifique avec les controverses étudiées par Jean-Louis Fabiani ou Luigi Ingres. C'est une forme qu'on peut faire remonter en France pour les querelles littéraires, au moins à la querelle des anciens et des modernes. Et puis, troisième angle, c'est les scandales et polémiques que suscite la littérature au-delà du champ littéraire, dont Ruth Amossi a parlé ici même dans ce séminaire. Alors, ces 3 objets peuvent se recouper, mais pas nécessairement. Les luttes de concurrence autour de la définition légitime de la littérature prennent parfois la forme d'attaques ou de querelles ouvertes. On peut penser aux pamphlets surréalistes. Cependant, elles sont le plus souvent feutrées, non avouées, insaisissables. On en trouve trace dans les journaux intimes et les correspondances. Les alliances et adversités évoluent dans le temps
Les querelles ouvertes n'en donnent qu'un état à un moment donné et ne reflètent pas toujours les rivalités secrètes. On peut penser à la rivalité Breton-Aragon au sein du groupe surréaliste, alors qu'ils sont alliés dans leurs querelles publiques. Donc elles peuvent aussi prendre la forme de coopération plus ou moins durable, dans des revues par exemple, ou inversement d'exclusion. Les exclusions revêtent des formes diverses, de la plus retentissante, celle de l'excommunication, pratiquée par les avant-gardes, les surréalistes, les situationnistes, les telqueliens, qui l'empruntent aux sectes religieuses et aux groupuscules politiques. Et là, ça s'apparente au sport de combat par l'accusation de transgression de la règle du jeu, jusqu'à la forme invisible de la non-sollicitation pour des projets de publication ou des événements publics tels que festivals littéraires ou autres, en passant par des formes intermédiaires de marginalisation et de mise à l'écart. Dans les champs littéraires les plus autonomes, ces procédures sont régies par des enjeux et des logiques internes qui illustrent bien l'exemple du groupe surréaliste dans la première phase de son histoire, mais elles dépendent souvent d'enjeux extra-littéraires. Il n'est qu'à penser au régime communiste où la dissidence politique entraînait l'exclusion des unions d'écrivains qui organisent la vie littéraire. Mais la littérature peut être un recours pour exprimer une dissidence politique, comme l'illustre la contrebande poétique sous l'occupation allemande que j'ai étudiée dans le livre que vous avez cité, La guerre des écrivains. À cette époque, des écrivains étaient aussi exclus des entreprises et des institutions littéraires sur la base de leurs origines religieuses ou de leurs opinions politiques. Par exemple, les écrivains juifs et communistes étaient bannis de la Nouvelle Revue française, ce qui est un indice d'hétéronomie élevée du champ littéraire. Donc on exclut des écrivains sur une base autre que la question de la qualité littéraire de leurs écrits. Les querelles sont, je l'ai dit, une des formes que prennent les oppositions qui structurent le champ littéraire et elles sont en ce sens justiciables d'une analyse sociologique. On peut étudier les propriétés sociales des intervenants et surtout les positions qu'ils occupent dans le champ littéraire selon leur appartenance générationnelle, leur capital symbolique, leur positionnement esthétique. Je l'ai fait pour la querelle des mauvais maîtres sous l'occupation allemande ou encore pour les débats autour des procès littéraires au long du XIXe et XXe siècle. Alors, le caractère déclaré des logiques d'opposition dans le champ littéraire, à la différence d'autres espaces où elles sont moins affirmées, tient à deux principaux facteurs que j'ai étudiés ailleurs. Premièrement, l'idéologie romantique de l'originalité de l'artiste qui fait que pour exister, il faut se distinguer. Alors, on peut distinguer ça, par exemple, de la logique cumulative qui existe dans certaines régions du champ scientifique, où là, il faut faire allégeance justement aux aînés. Et même si, en fait, dans le champ littéraire, se distinguer suppose une profonde maîtrise des traditions propres au champ et une maîtrise de l'espace des possibles. Deuxième facteur, c'est l'absence d'une institution monopolistique susceptible de produire un esprit de corps, comme dans les professions organisées, avocats, médecins, ou comme l'Académie des Beaux-Arts jusqu'au milieu du XIXe siècle, et la coexistence d'instances de consécration concurrentes qui promeuvent des conceptions différentes de la littérature. Les querelles sont aussi plus ou moins autonomes des enjeux extralittéraires et surtout de l'arbitrage d'institutions extralittéraires. Les plus autonomes se différencient donc clairement de la polémique publique, même si elles sont rarement exemptes d'enjeux idéologiques. La polémique publique prend généralement la forme de la dénonciation d'un scandale ou d'un danger pour la société. Donc, j'ai étudié les arguments sur la dangerosité de la littérature du début du XIXe siècle à nos jours dans ce livre sur les procès littéraires, la responsabilité de l'écrivain. Alors, pour montrer comment les frontières entre les deux catégories de querelles et de polémiques publiques sont susceptibles de se brouiller, je vais donner trois exemples. La querelle classicisme-romantisme au tournant du XXe siècle, la querelle Orient-Occident dans l'entre-deux-guerres et la querelle des mauvais maîtres sous l'occupation allemande. Et puis, je proposerai dans un deuxième temps un modèle d'analyse des formes d'intervention des écrivains dans ces querelles et polémiques. Alors d'abord, la querelle contre le romantisme.
Donc la charge contre le romantisme, qui a été renouvelée à la fin du XIXe siècle par les symbolistes dissidents, est devenue la clé de voûte de l'édifice doctrinaire de Charles Maurras, le fondateur de la Ligue d'Action française. Pour Maurras, la transgression des règles du classicisme est la barbarie, et donc il opère un savant travail de redécoupage de l'histoire et de la carte du monde, dont il trouve l'origine de cette transgression des règles du classicisme en Alexandrie et le développement sous la bure chrétienne, je cite, à Rome et en Afrique de ce romantisme, puis à Byzance et enfin dans l'Europe moderne, en Allemagne notamment, où il fut, dit-il, importé par le judaïsme et la Réforme. Et donc il va opposer un Occident régi par le principe masculin de l'ordre et de la maîtrise de soi, qui a désormais son centre dans le Midi provençal, héritier de la tradition helléno-latine, et un Orient régi par le principe féminin dont le romantisme serait l'expression. Cette vision du monde est au fondement du nouveau nationalisme qui émerge à la fin du XIXe siècle et dont Maurras se fera bientôt l'un des chefs de file avec la doctrine du nationalisme intégral. Donc c'est une doctrine qui est conçue par les enfants de la défaite de 1870, bercée de romantisme nationaliste allemand, contre lequel, sans cesser de s'en inspirer, elle se définit en tournant son regard vers l'ennemi de l'intérieur. Et donc le disciple de Charles Maurras, Pierre Lasserre, soutient en 1907 à la Sorbonne sa thèse sur le romantisme français, qui résulte, selon lui, d'une combinaison entre le panthéisme allemand, lequel cherche, à la différence de la tradition platonicienne, à attendre au divin par les émotions et non par la raison, et le messianisme révolutionnaire. Donc cette querelle va être réactivée après la Grande Guerre. Il y a un large accord autour du classicisme à cette époque, jusqu'à Gide d'ailleurs, et la Nouvelle Revue française, qui entend ne pas laisser à Maurras le classicisme. Et au début de ces années 20, les surréalistes sont les seuls à revendiquer ouvertement l'héritage romantique qui va aller de pair pour eux avec la revendication de l'Orient dans la querelle Orient-Occident. Donc cette querelle Orient-Occident, qui est donc mon deuxième exemple, elle dépasse le champ littéraire pour mobiliser de larges fractions du champ intellectuel de l'entre-deux-guerres. La notion d'Occident est mobilisée dès le début des années 20 en réponse aux prophéties sur la décadence de l'Occident, diffusées à la faveur de la vague d'orientalisme qui déferle sur l'Allemagne défaite sous l'impulsion de Spengler, Keyserling et Hermann Hesse. Et dans l'entretien qu'il donne en octobre 23 aux Nouvelles littéraires, Jacques Maritain et Henri Massis dénoncent ces tendances qui, à la faveur de la défaite allemande, ouvrent la porte au mysticisme asiatique. Je cite, « L'avenir de l'Occident étant une fois encore en péril, nous assistons depuis la fin de la guerre à une poussée d'orientalisme qui part d'Allemagne et risque de nous ramener jusqu'au Tibet, à la suite de Nietzsche et de Tolstoï. À la faveur du désespoir germano-slave, les pires ferments asiatiques commencent à dissocier notre culture, à nous désoccidentaliser. » Donc voilà ce qu'explique Massy, et Maritain renchérit sur l'abdication de la vocation propre de l'Occident. Là aussi, ça fait des échos à l'actualité. L'engouement de la jeunesse littéraire pour ces appels de l'Orient, des surréalistes jusqu'à André Malraux, qui publie à cette époque La tentation de l'Occident en 26, et Paul Morand, qui publie Bouddha vivant en 27, leur apporte à ces pourfendeurs de l'Orient la confirmation des dangers qui menacent la culture occidentale. L'évolution des enjeux nationaux et internationaux avec l'arrivée du cartel des gauches au pouvoir et le rapprochement franco-allemand favorise la transposition de ces débats sur l'Orient et l'Occident dans le registre de l'actualité politique, ouvrant un véritable marché éditorial. L'identification entre germanisme et asiatisme d'un côté et entre bolchevisme et asiatisme de l'autre fonde la rhétorique qui fait de la France la dépositaire des valeurs universelles de l'Occident, enracinées dans la civilisation gréco-latine et dans le catholicisme romain. Donc, contre ce discours dominant sur la suprématie de la civilisation occidentale, le mythe de l'Orient sert, durant l'année 25, de catalyseur à la révolte surréaliste, selon l'expression de Marguerite Bonnet. C'est sous la bannière de l'Orient que s'opère le rapprochement entre les surréalistes et les animateurs de la revue Clarté, qui co-signe en juillet 25 avec le groupe Philosophie la pétition lancée par Barbus contre la guerre du Rif, conférant ainsi au mythe surréaliste de l'Orient
une portée politique anticolonialiste qui du même coup l'épuise, et ça inaugure aussi l'attrait des surréalistes pour le communisme. Donc c'est une des premières manifestations anticolonialistes au sein du champ intellectuel. L'assimilation de la triple menace germaniste, bolchevique et anticolonialiste va donner toute sa portée sociale et politique au combat d'Henri Matisse pour la défense de l'Occident, un combat qu'il mène parallèlement au sein du champ littéraire contre André Gide, à qui il reproche de détruire la conception occidentale de l'homme en combinant une forme classique et un fond romantique. Troisième exemple, que j'évoque plus rapidement, j'y reviendrai, c'est la querelle des mauvais maîtres sous l'occupation allemande, qui va durer pendant 3 ans, de 40 à 43. La littérature moderne est constituée dès l'été 40, juste après la défaite, en symbole de cet esprit de jouissance qu'il a importé sur l'esprit de sacrifice, selon l'expression du maréchal Pétain. Les écrivains qui, depuis 20 ans, étaient accusés d'être de mauvais maîtres sont rendus responsables de la défaite, donc c'est les écrivains modernes, de la défaite militaire de la France. Comment des écrivains peuvent être responsables d'une défaite militaire? Eh bien, ils ont péché par leur subjectivisme, leur pessimisme, leur défaitisme. Ils auraient amolli les énergies, une théorie énergétique derrière. Et une vaste discussion s'engage dans la presse de zone nord et de zone sud, où sont réfugiés bon nombre d'écrivains et de journaux. Et donc, les défenseurs de la littérature moderne répondent à ces accusations, évidemment de manière assez discrète pour ne pas trop se mettre en avant, en minimisant les effets sociaux de la littérature, en disant qu'elle est limitée à une petite élite et que donc elle ne peut pas avoir d'effets nocifs. Mais en fait, la vraie réponse va venir avec l'entrée d'un certain nombre d'entre eux dans la résistance littéraire, où là, ils vont faire de la littérature vraiment une arme de combat. Alors, 3 caractéristiques de ces querelles. Elles émanent du champ littéraire, mais s'inscrivent dans le champ intellectuel, en donnant lieu à des articles de presse et à une production éditoriale, et en ayant aussi des échos dans le champ académique, au moins pour les 2 premières. Elles recourent, deuxième caractéristique, à des catégories et schèmes d'analyse lettrée, romantisme, classicisme, Orient-Occident, qui fonctionnent comme ce que j'appelle des opérateurs axiologiques, opérateurs qui permettent donc de subsumer des systèmes d'opposition hétérogènes, géographiques, culturels, littéraires, axiologiques, politiques, sous la forme, donc on a vu Orient-Occident, masculin-féminin, sous la forme plus ou moins euphémisée et argumentée du débat lettré. Troisième caractéristique, ces opérateurs permettent à la fois la retraduction d'enjeux politiques en enjeux lettrés et l'universalisation des enjeux internes au champ littéraire. Et quatrième caractéristique, la différence donc entre les 2 premières de ces querelles et la troisième est que la querelle des mauvais maîtres intervient dans un contexte de perte d'autonomie du champ littéraire et désigne au pouvoir public des coupables dans un contexte de répression et de censure. Donc là, il y a une violence directe. La violence des mots peut se traduire en violence physique. Et donc, on peut y voir une instrumentalisation du contexte politique pour régler des comptes dans le champ littéraire. Alors, je voudrais revenir à présent sur un modèle d'analyse que j'ai développé à partir de la théorie de Pierre Bourdieu et des recherches que j'ai menées sur le champ littéraire français. Et la structure que je vais présenter, c'est une structure qui n'est pas figée. Cette dynamique du champ est portée par des luttes de concurrence qui sont à l'origine de ces transformations. Mais la structure du champ affecte les formes que prennent ces luttes entre les différentes fractions pour la conservation ou la transformation des rapports de force au sein du champ littéraire. Donc, dans la première moitié du XXe siècle, le champ littéraire français se structure autour de 2 grandes oppositions. La première oppose ceux qui occupent une position dominante en fonction de leur volume de notoriété, et ceux qui occupent une position dominée sont les nouveaux entrants. Donc, volume global du capital qui accourt dans cet univers. Et ce clivage recoupe le plus souvent l'opposition entre établis et nouveaux venus, vieux, jeunes, écrivains arrivés, nouveaux entrants. Et il peut être illustré par les membres de l'Académie française d'un côté, les avant-gardes de l'autre, si on prend les surréalistes par exemple.
Donc les dominants ont intérêt à la conservation de l'état des rapports de force, et donc ils adoptent des positions qu'on dira orthodoxes, tandis que les dominés, qui cherchent à le subvertir, prennent des positions hérétiques, rompant avec les conventions et les codes établis. Et donc les luttes entre défenseurs de l'orthodoxie et les hérétiques sont récurrentes et largement constitutives de l'histoire du champ littéraire. Donc ça, je vous renvoie aux travaux de Pierre Bourdieu sur le champ littéraire. La deuxième opposition distingue des types de notoriété, symbolique ou temporelle, selon qu'elle est plus ou moins autonome de la demande extérieure, qu'il s'agisse des attentes du public ou de la demande idéologique. Donc, selon la logique hétéronome, qui introduit des valeurs extralittéraires, la valeur de l'œuvre est ramenée soit à sa valeur marchande, dont la sanction du large public est l'indicateur pour les œuvres littéraires, les best-sellers par exemple, soit à sa valeur pédagogique, suivant des critères moraux ou idéologiques. À l'opposé, la logique autonome fait primer la valeur proprement esthétique de l'œuvre, valeur que seuls les spécialistes, c'est-à-dire les pairs et les critiques, sont en mesure d'apprécier. La reconnaissance des pairs sera donc le critère d'accumulation de capital symbolique spécifique dans le champ littéraire. Alors, la théorie des champs postule qu'il y a une homologie entre l'espace des positions et l'espace des prises de position. Conformément à ce principe, les conceptions de la littérature, les discours critiques, les formes de sociabilité ainsi que les formes de politisation et donc aussi les querelles vont varier, les formes que prennent les querelles selon ces facteurs. Alors, je vais d'abord identifier 4 types idéaux d'écrivains avant de montrer que la manière qu'ils ont de polémiquer prend des formes différentes. Donc, le premier axe qui oppose les dominants aux dominés distingue les conceptions orthodoxes des conceptions hétérodoxes de la littérature. Donc, ça concerne à la fois la forme et le contenu des œuvres et du discours critique. Plus on occupe des positions dominantes, plus on tend à adopter un discours académique, euphémisé et dépolitisé dans la forme, selon les règles de convenance du débat lettré. À l'inverse, plus on évolue vers des positions dominées, plus le discours est susceptible, à travers la lutte contre les points de vue dominants, de dénoncer dans l'académisme une forme de conformisme et de se politiser. Sur le second axe, autonomie versus hétéronomie, les conceptions de la littérature et les discours critiques se répartissent entre, d'un côté, ceux qui tentent à se centrer sur le contenu, l'histoire, l'intrigue des œuvres, de l'autre, ceux où prévaut l'attention portée à la forme narrative ou poétique, ou au style de l'œuvre, expression de la logique d'autonomisation et de réflexivité croissante des champs de production culturelle, qui sont de plus en plus orientés, comme le dit Pierre Bourdieu, vers la recherche de distinctions culturellement pertinentes. Alors, si on croise ces deux oppositions, dominant-dominé et autonomie-hétéronomie, on obtient 4 types de positions qui permettent de rendre compte des différentes postures d'écrivains, ainsi que des différents types de conceptions de la littérature et de sa fonction sociale, plus ou moins institutionnalisée dans des instances spécifiques, académies, revues, groupuscules, associations professionnelles. Ces postures d'écrivains, que je caractériserai de manière idéale typique, donc je vais les caractériser de manière idéale typique selon les appellations suivantes: les notables, les esthètes, les avant-gardes et les écrivains populaires, et on verra que ce sont surtout des polémistes dans les querelles. Donc, s'agissant de traits idéal typiques, évidemment, il y a des continuités entre ces modèles. Et puis, dans le cas de vieillissement social, on peut très bien passer des avant-gardes à une position d'esthète ou de polémiste à notable. Voilà. Alors, au pôle dominant, donc, les notables... ils doivent leur reconnaissance à des critères d'ordre temporel, succès de vente, prix littéraire, appartenance à des académies, contrairement aux esthètes qui peuvent, à l'exemple d'André Gide, avoir un fort capital de notoriété symbolique sans bénéficier de consécration temporelle. André Gide n'était pas à l'Académie française, n'a jamais voulu y être. Et il ne vendait pas non plus beaucoup de livres. Cette distinction se retrouve aussi dans leur conception de la littérature. Donc, du côté des notables, où prévaut le bon goût, le jugement littéraire tend à privilégier le contenu sur la forme et tend à apporter une appréciation
morales, voire moralisatrices sur les œuvres, en s'inquiétant de leurs effets sociaux. Donc pour ces écrivains qui peuvent être représentés par les romanciers catholiques, Paul Bourget, que Antoine Compagnon connaît bien, il a consacré un livre, ou Henri Bordeaux, la littérature est conçue comme un instrument de reproduction de l'élite sociale et a une vocation pédagogique qui est d'illustrer les valeurs fondatrices de l'ordre social. Le type de sociabilité qui prévaut à ce pôle est celui des salons mondains, où les écrivains côtoient les détenteurs du capital économique et politique. De même, l'instance qui incarne le mieux cette conception de la littérature au service des fractions dominantes de la classe dominante et de la tradition est l'Académie française, où les écrivains siègent à côté d'autres représentants du pouvoir temporel et spirituel, hommes politiques, militaires, clergés, professions libérales. Je parle évidemment du début du XXe siècle. Les supports de leurs engagements sont la grande presse, la conférence, l'essai. Ils affectionnent en particulier un genre qui est le portrait de l'homme politique, qui leur permet de rendre publique leur proximité avec les grandes figures de l'heure, Mussolini, Hitler, Pétain. Alors, ils fréquentent les réunions officielles et mondaines, les cercles de pouvoir. Ils s'engagent généralement, quand ils n'exercent pas directement le pouvoir en tant que ministre ou diplomate, sur le mode du patronage en tant que membre de comité d'honneur d'un parti, d'une association ou d'une entreprise caritative, qui est la forme pratique qui correspond à leur posture moralisatrice, auquel donc ils apportent une caution institutionnelle. Et donc, contre le jugement moral porté sur les œuvres, les écrivains dotés d'un capital symbolique spécifique, ceux qui sont donc comme André Gide, sont amenés de leur côté à réaffirmer la prééminence du talent, de l'originalité, du style. Au bon goût bourgeois, ils opposent un ethos esthète qu'ils généralisent à tous les domaines de la vie. Contre la conception de la littérature comme instrument du pouvoir symbolique des forces de conservation, ils mettent en avant l'autonomie du jugement esthétique, une conception de la littérature comme recherche, la fonction critique de l'activité intellectuelle, la défense des valeurs universelles de l'esprit, vérité, liberté. Les esthètes se réunissent entre pairs dans des lieux de la vie intellectuelle comme les Décades de Pontigny et plus quotidiennement dans les maisons d'édition ou dans un cadre amical privé comme les dîners du mardi de Mallarmé ou le grenier des Goncourt. Cette sociabilité favorise la personnalisation des relations sociales et la valorisation du charisme individuel qui caractérise le champ littéraire qu'on peut opposer sous ce rapport, par exemple, au monde bureaucratique qui est régi par des règles impersonnelles où les individus sont supposés interchangeables. Ce trait se retrouve dans leur support privilégié, qui est aussi leur principale instance de consécration, la revue littéraire, instrument de l'autonomie, puisqu'elle permet le dialogue et la critique entre pairs à l'abri des contraintes de l'actualité et du marché. La politique et les événements constituent avant tout une source d'inspiration pour les œuvres des esthètes, de Roger Martin Dugard, qui fait de la guerre de 14 l'arrière-fond de la dernière partie des Thibaux, à Malraux, qui prend la guerre d'Espagne comme cadre de l'espoir. Leur genre de prédilection pour manifester leur engagement est l'article de revue ou l'essai, le témoignage, comme Voyage au Congo d'André Gide, qui dénonce le système colonial, parfois le discours dans une rencontre politico-intellectuelle. Quand ils entrent en politique, c'est selon la logique de l'engagement collectif des intellectuels nés lors de l'affaire Dreyfus, en signant des pétitions de leur nom propre, marque de leur charisme personnel, et en participant à des regroupements spécifiques qui unissent des intellectuels, comme le comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Voilà. Et les plus consacrés d'entre eux, comme Gide, maintiennent la distance et préservent leur autonomie en acceptant qu'une fonction de parrainage. Au pôle dominé, caractérisé dans son ensemble du fait de leur position dominée par une propension à l'hétérodoxie et à la politisation, comme je l'ai dit, il faut aussi distinguer la logique du sensationnel et de la polémique propre au pôle médiatique, des stratégies contestataires des avant-gardes qui font scandale par leur transgression ostentatoire des règles du bon goût. À l'opposé de l'orthodoxie des défenseurs du bon goût, les avant-gardes valorisent la vocation subversive de la littérature, mais elles s'orientent avant tout vers l'accumulation du capital symbolique et vers la redéfinition des possibles esthétiques et stylistiques. La volonté de rupture les conduit à dresser un état des lieux de la littérature de leur temps et à énoncer des principes qu'ils théorisent dans des textes manifestes, comme les manifestes surréalistes, L'ère du soupçon de Nathalie Sarraute ou Pour un nouveau roman de Rob Grillet, ou encore Théorie d'ensemble de tel quel, ce qui leur vaut d'être accusés de
théoricisme terroriste, c'est l'expression qu'emploie Jean Paulhan dans son essai « Les fleurs de Tarbes ». Les avant-gardes n'existent souvent que sous la forme collective d'un groupe, groupement, groupuscule, sur le modèle des sectes religieuses et des avant-gardes politiques. Jeunes, souvent démunis, leurs membres se retrouvent dans des lieux publics comme les cafés, espaces de sociabilité de la bohème. Leur volonté de transgression des normes esthétiques et éthiques les porte vers le radicalisme politique. On sait que les surréalistes se sont rapprochés du Parti communiste dans les années 20, avant qu'il y ait la période stalinienne, ou vers le trotskisme, après avoir pris position contre le colonialisme français à l'occasion de la guerre du Rif en 1925, comme je l'ai dit. Étant inconnus pour la plupart, alors qu'il faut un nom pour signer une pétition, ils s'engagent à coups de manifestes et de manifestations bruyantes, qui sont les moyens de protestation des dominés. Mais même quand leurs stratégies subversives les conduisent à donner une portée politique à leurs protestations, comme dans le cas des surréalistes, ces avant-gardes refusent pour autant de sacrifier l'autonomie du jugement esthétique. Et cette exigence d'autonomie de l'art les a d'ailleurs conduits, dans le cas des surréalistes, à rompre très vite avec le Parti communiste. Ils sont restés que quelques mois, parce qu'ils n'ont pas accepté de soumettre leur art aux impératifs politiques de la Révolution. Et dans les années 50, les écrivains du nouveau roman vont résoudre ce problème en dissociant la littérature et la politique. Selon Robbe-Grillet, l'art ne peut être un moyen au service d'une cause, fût-elle la Révolution. Il ne doit pas enseigner ni viser à l'efficacité. Soumis à un critère d'appréciation extérieur, politique ou moral, il s'expose à la routinisation, à l'orthodoxie. Pour qu'il soit art, il faut se résigner à sa gratuité. Donc, ça n'empêchera pas, évidemment, les nouveaux romanciers de signer le manifeste des 121, donc la déclaration sur le droit à la soumission dans la guerre d'Algérie. Alors, l'autre pôle dominé est constitué par des écrivains qui sont voués à vivre de leur plume sans parvenir à accumuler de capital de reconnaissance symbolique, auteurs de littérature populaire qui publient leur œuvre en feuilleton dans la petite presse, ou écrivains journalistes qui tentent à rattacher la littérature à l'actualité et aux enjeux de l'heure. Donc, ils sont souvent dépourvus de ressources culturelles héritées ou acquises, des ressources qui sont nécessaires pour accéder au débat lettré ou pour le contester à partir de ses propres catégories. Et donc, ils tentent à opérer une réduction du discours critique à une critique politique et sociale pour s'affirmer dans le champ. Donc, le sensationnel, la dénonciation, le capital social sont leurs moyens de pallier l'absence de capital symbolique. Et leur genre de prédilection, c'est l'enquête, l'interview, la satire sociale ou encore le pamphlet comme moyen de dénonciation d'un scandale public. Le mode d'association privilégié à ce pôle est le militantisme corporatif, le syndicalisme notamment. Il traduit à la fois la professionnalisation de ces auteurs qui vivent de leur plume et l'absence de reconnaissance qui les contraint à la mobilisation en groupe. Une partie d'entre eux se retrouve aux extrêmes de l'échiquier politique, et notamment du côté des intellectuels fascistes. Enclins à prolonger la violence verbale par la violence physique, ils tentent à soutenir les ligues et les factions armées des groupements extrémistes. Alors, la dynamique des champs résulte des luttes de concurrence entre ses membres pour le monopole du capital spécifique. C'est la définition même de la littérature qui est le cœur de ces luttes pour l'appropriation du pouvoir symbolique. La structuration du champ littéraire autour des pôles que je viens de présenter permet de mieux saisir la configuration et les enjeux des querelles littéraires qui ont agité le champ littéraire au XXe siècle, le champ littéraire français. Les luttes entre dominants et dominés dans le champ est, on l'a vu, une des dynamiques de changement les plus courantes. Cependant, dans les périodes fondatrices ou dans les périodes de régression de l'autonomie, comme en temps de crise nationale, les luttes entre le pôle autonome et le pôle hétéronome l'emportent sur les divisions générationnelles et les querelles proprement esthétiques. Dans ces périodes, les écrivains situés au pôle autonome du champ littéraire, qu'ils soient dominants comme les esthètes ou dominés comme les avant-gardes, se trouvent souvent attaqués par leurs concurrents situés au pôle hétéronome, qui profitent de la conjoncture pour tenter de remettre en cause leurs revendications d'autonomie et pour asservir l'art à des fins extralittéraires, qu'elles soient morales, politiques, sociales ou économiques. Alors, si les attaques des dominés contre les dominants se présentent souvent comme une lutte contre l'orthodoxie, l'académisme et le conformisme, il faut distinguer les différents types de dominants et de dominés, comme je l'ai suggéré. Ainsi, les attaques des avant-gardes contre les notables sont souvent associées à la dénonciation de l'ordre établi, du pouvoir ou de l'ère du temps.
Elles peuvent prendre la forme du manifeste ou du pamphlet, à l'instar du traité du style d'Aragon, paru en 28, qui dénonce pêle-mêle les journalistes, les écrivains bien pensants comme Jacques de la Cretelle et les esthètes comme André Gide, ou encore on peut penser aussi au pamphlet surréaliste Un cadavre qui vise l'académicien Anatole France. Je vous cite juste un extrait. Loti, Barès, France, marquons tout de même d'un beau signe blanc l'année qui coucha ces trois sinistres bonshommes, l'idiot, le traître et le policier. Avec France, c'est un peu de servilité humaine qui s'en va, que ce soit fait le jour où l'on enterre la ruse, le traditionnalisme, le scepticisme et le manque de cœur. Ça c'est le manifeste de Breton, refus d'inhumer. Si les avant-gardes assimilent souvent les esthètes aux notables pour dénoncer en bloc l'institution littéraire, c'est en les accusant de trahir leur mission. Ils leur opposent une pureté originelle et, bien que prétendant souvent faire table rase du passé, se réclament toujours d'un ancêtre ou d'une figure tutélaire, comme Lautréamont pour les surréalistes, qui exprime la dimension réflexive du champ littéraire par référence constante à son histoire. Mais c'est aux esthètes, plus qu'aux notables, que ces avant-gardes s'affrontent sur le plan proprement esthétique pour proposer un renouvellement des formes littéraires. Ainsi, contre le classicisme, devenu le mot d'ordre, comme on l'a vu dans les arts et les lettres depuis les premières décennies du XXe siècle, de Charles Maurras à André Gide, le surréalisme réhabilite le romantisme. Faisant le procès du réalisme et du roman, genre ayant acquis une position dominante à la fin du XIXe, le groupe surréaliste entend aussi réhabiliter la poésie que le roman a détrônée. Contre la littérature de témoignage, qui connaît une grande vogue depuis la Première Guerre mondiale, eux qui ont fait l'expérience du front très jeune, au moment d'entrer dans la vie adulte, dénient toute possibilité de décrire l'horreur de la guerre et invitent à en chercher les traces dans les profondeurs de l'inconscient. De même, c'est sur le plan de la forme romanesque que Sartre éreinte François Mauriac en 1939, dans un article intitulé « Monsieur François Mauriac et la liberté ». Donc Sartre, dans cet article, il applique la théorie de la relativité à l'univers romanesque et il décrète caduque la technique du narrateur omnipotent et omniscient, et avec elle, celle du roman réaliste du XIXe siècle. Je le cite, cette citation célèbre, « Monsieur Mauriac s'est préféré, il a choisi la toute connaissance et la toute puissance divine. Dieu n'est pas un artiste, Monsieur Mauriac non plus. » Ayant acquis une position symboliquement dominante à la Libération, Sartre sera à son tour la cible de l'avant-garde des années 50, le nouveau roman. Le nouveau roman qui va plus loin que Sartre dans la contestation des conventions romanesques du XIXe siècle. À la suite de Beckett, il va déconstruire les personnages, l'intrigue et le message contre l'héritage humaniste, la conception existentialiste de la littérature engagée, et plus généralement contre toute forme de littérature à thèse ou de littérature didactique, comme par exemple le réalisme socialiste, qui s'est développé en France à la suite de l'application de la politique jdanovienne par le Parti communiste français. Donc le nouveau roman expulse en particulier le message idéologique ou moral des œuvres de fiction. Mais le nouveau roman sera à son tour accusé par le porte-parole du groupe tel quel, Philippe Solers, d'avoir trahi ses prétentions de rupture avec le roman du XIXe siècle en réhabilitant le psychologisme et le positivisme. Donc vous voyez cette boucle de dénonciation des avant-gardes les unes par les autres. À la différence des avant-gardes qui restent orientées, on vient de le voir vers le renouvellement des formes littéraires, les écrivains dominés symboliquement et temporellement se concentrent dans leur lutte contre les écrivains dominants sur la figure de l'auteur, sa biographie, ses mœurs, ses choix et sur le contenu des œuvres, qu'ils réduisent à leur dimension sociale ou politique. S'ils dénoncent chez les notables leur conformisme et leur académisme, ils reprochent aux esthètes leur snobisme, leur esthétisme et leur non-conformisme. L'invective, la médisance, la calomnie, le dénigrement sont les moyens de ces individus démunis de capital symbolique pour s'affirmer dans le champ. Par exemple, le romancier et journaliste Henri Béraud a commencé sa carrière de pamphlétaire en attaquant André Gide et l'équipe de la Nouvelle Revue Française. Après avoir tenté en vain de disqualifier Gide en critiquant son usage de la grammaire, Béraud se rabat sur un argument à la fois plus crédible et plus porteur. Il accuse les auteurs de la Nouvelle Revue Française de bénéficier, à la faveur de leurs appuis au Quai d'Orsay, où travaille Jean Giraudoux, d'une diffusion à l'étranger que ne justifie pas la vente restreinte de leurs œuvres en France.
Autour de cette accusation, qui a l'avantage de ne pas se placer sur le plan des idées, mais sur celui du scandale public, se greffe une série de calomnies qui forment en réalité le fond de l'attaque. Béraud dénonce pêle-mêle le snobisme de ses écrivains, leur protestantisme, leur ascétisme scolaire et livresque, et aussi leur préférence sexuelle, l'homosexualité, autant de traits qui les placent, selon lui, hors du génie français. Je cite: « Contre l'esprit de chez nous, la grâce, le plaisir, le soleil, les festins, le rire, la langue vivante, le goût français, le bon vin, les jolies femmes. » De ces haines, de ces aversions, de cette inappétence et de cette dyspepsie, ils ont fait une littérature dont ils se repaissent après leurs travaux. Qu'à nos estomacs, cette littérature soit indigeste, cela ne surprendra guère. Mais ce qui étonnera bien davantage, c'est que, par des soins officiels, cette littérature soit présentée à l'étranger comme le triomphe de notables et qu'après de longues hésitations et des craintes légitimes, on essaye à présent de nous l'ingurgiter. Vous voyez la métaphore digestive. Cette rhétorique extralittéraire qui allie anti-intellectualisme, critique sociale et critique des mœurs des écrivains bourgeois est caractéristique de la veine pamphlétaire populiste dans laquelle Béraud va s'illustrer par la suite en politique. Si en temps normal, ce genre d'attaque ne modifie pas fondamentalement les rapports de force dans le champ littéraire, en temps de crise nationale, elles prolifèrent et ont un impact plus immédiat du fait de la perte d'autonomie du champ. Cependant, en s'appuyant sur les pouvoirs extérieurs pour renverser le rapport de force constitutif du champ littéraire, ceux qui recourent à ces méthodes enfreignent la règle d'autonomie du jeu littéraire. Si on parle de sport, c'est le cas par exemple en France, sous l'occupation allemande, les écrivains journalistes gagnés à la collaboration s'en prennent aux écrivains reconnus de l'entre-deux-guerres. La rhétorique de la dénonciation consiste à les assimiler aux groupes sociaux qui sont visés par l'occupant, donc juifs, francs-maçons, communistes. Le travail d'ajustement du discours aux circonstances pour constituer l'adversaire en ennemi public est lisible dans les attaques parisiennes contre l'équipe de la Nouvelle Revue française. S'inscrivant dans la veine pamphlétaire de Béraud, ses détracteurs lui accolent non plus le stigmate huguenot, mais celui d'enjuivé. Gallimard devient ainsi un marchand de juifs, c'est un pseudonyme, Paul Rich. Tandis que les vieux arguments de Béraud sont adaptés à la conjoncture, je cite, « Cette production plus ou moins habile et putréfiante fut présentée à l'étranger comme l'expression suprême du goût et des aspirations des Français d'après-guerre par la néfaste NRF du juif Hirsch et autres officines. » Paul Valéry est présenté comme un poète lauréat de la République maçonnique. François Mauriac renié pour son engagement contre le franquisme pendant la guerre d'Espagne comme, je cite, « un catholique plus qu'étrange, prenant parti avec le doucereux Maritain pour les bourreaux de prêtres et les terreurs de religieuses en Espagne. » Les attaques contre François Mauriac, écrivain catholique doté d'un certain capital symbolique, mais aussi de la consécration temporelle en tant que membre de l'Académie française, permettent à ses détracteurs de ce pôle dominé et hétéronome de donner à leurs attaques une tournure anticonformiste qui sied à leurs prétentions avant-gardistes, puisqu'ils lui opposent la prose novatrice de Céline. Mais cette stratégie est démentie par la teneur de leurs attaques, qui, à la différence de celle de Sartre, centrée, comme vous l'avez entendu, sur la forme du récit, relève essentiellement de la condamnation morale du contenu. La rhétorique dénonciatrice qu'élaborent les détracteurs de Mauriac consiste à opérer sous la forme de l'invective grossière et de la rhétorique populiste une induction de la pathologie des personnages romanesques à la dégénérescence morale et physiologique de leur auteur. Je cite, « lui-même mal foutu, scrofuleux, l'air penché d'un pot de chambre trop plein, chez qui, je continue la citation, tout est trouble, vil, faux, satanique, dégénéré, empuanti. » Pour illustrer le caractère malsain, obscène de son œuvre, il juxtapose deux champs sémantiques, celui du religieux et celui du scatologique, et y insinue des allusions sexuelles. Je ne sais même pas si je vais oser citer le passage, je saute. Ce type d'attaque se retrouve après la Libération sous la plume de journalistes communistes qui s'en prennent à l'existentialisme sartrien. C'est un peu moins injurieux quand même. Notons que si les intellectuels situés aux extrêmes politiques se retrouvent le plus souvent dans ce groupe du fait de leur position dominée, les écrivains dotés de capital symbolique et relevant de la catégorie des esthètes, comme Drieux-La Rochelle, côté fasciste, ou Aragon, côté communiste, ne recourent jamais à ce type de procédé. Les attaques de Drieux-La Rochelle contre Mauriac ou Aragon sous l'occupation, si elles versent dans la dénonciation, respectent néanmoins les conventions du débat lettré dans la forme.
Menacés dans leurs prérogatives par les dominés, les dominants les dénoncent généralement comme de la canaille, des fauteurs de troubles qui menacent l'ordre social ou parfois comme de dangereux terroristes. Déjà sous l'Ancien Régime, l'aristocratie littéraire des écrivains stipendiés par l'État stigmatisait la canaille écrivante, condamnée à vivre de sa plume. Je renvoie au livre de Robert Darnton. Cependant, là encore, la différenciation interne du champ littéraire depuis le XIXe siècle exige une analyse plus nuancée des formes que revêtent les luttes entre les différentes fractions du champ littéraire. Au pôle temporellement dominant, représenté par les notables, on reproche aux avant-gardes d'enfreindre les règles du bon goût et de la morale. La transgression des formes littéraires traditionnelles est perçue comme une atteinte au bon goût, de la critique néoclassique du début du siècle, qui reproche au mouvement poétique moderne l'emploi du vers libre, jusqu'aux critiques très académiques du monde, Émile Henriot, qui a forgé l'appellation péjorative sous sa plume de nouveau roman, pour condamner la subversion des conventions romanesques par Alain Robbe-Grillet et Nathalie Sarraute. Alors cette transgression menace, selon eux, l'ordre social et moral. Les notables y voient le ferment de toutes les révolutions passées et à venir et une des causes de la décadence et de la décomposition sociale de la nation. Nourris par la tradition contre-révolutionnaire qui imputait aux hommes de lettres une responsabilité dans l'avènement de la Révolution française, ces craintes se concrétisent lorsque les avant-gardes donnent à leurs protestations une portée politique, comme la prise de position déjà évoquée des surréalistes lors de la guerre du Rif en 1925. Elle provoque une réaction immédiate de leurs aînés, lesquels en sont 175 à signer une contre-pétition intitulée « Les intellectuels aux côtés de la patrie, en défense du colonialisme et de la mission civilisatrice de la France », donc en 1925. Si les notables voient dans les avant-gardes de dangereux terroristes, ils reprochent également aux esthètes leur immoralisme et leur irresponsabilité sociale. Repliés dans leur tour d'ivoire, ces derniers ne se préoccupent que de leurs recherches esthétiques, sans se soucier des effets sociaux de leurs œuvres. Au moment de la libéralisation de l'imprimé, sous la Troisième République, l'écrivain catholique Paul Bourget développe une théorie de la responsabilité sociale de l'écrivain qui vise à imposer des limites aux droits de la création et de la pensée sociale. Dans la lignée de Flaubert et de Baudelaire, André Gide devient la cible de la critique bien-pensante qui voit en lui un dangereux propagateur du subjectivisme. Et j'ai déjà évoqué le critique catholique Henri Massis, qui qualifie l'auteur des Caves du Vatican de démoniaque. Le classicisme de la forme n'est chez lui, dit-il, qu'hypocrisie, le masque derrière lequel il abrite sa nature morbide. Un subterfuge, je cite, pour mieux faire triompher l'individualisme du fond, pour que croissent en dignité les monstres qui s'y tiennent cachés. Massis lui reproche le divorce de la pensée et de la forme, cette dissociation de l'ordre du langage et de l'ordre de la pensée. En prônant la gratuité de l'art, il dit que Gide se dérobe à sa responsabilité et qu'il ne cherche qu'à briser la logique, à ruiner la conception occidentale de l'homme pour échapper au risque de la pensée et de l'action. Alors, sous l'occupation, les accusations des écrivains bien pensants ralliés au régime de Vichy culmine contre les mauvais maîtres qu'ils rendent responsables de la défaite de la France en 1940, je l'ai dit, par son subjectivisme, son immoralisme, son pessimisme, son défaitisme, son irresponsabilité. La production artistique aurait largement contribué, je cite, au désarmement intellectuel et matériel, au relâchement des liens sociaux, à l'amollissement des énergies, à l'abaissement du tonus moral, au discrédit des valeurs spirituelles, où se préfigurait en quelque sorte notre défaite. Sous l'influence de Proust et de Freud, c'était André Belsorg, le secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui parlait. Donc, il dit que sous l'influence de Proust et de Freud, la littérature de l'entre-deux-guerres fut dominée, je cite, par la sensualité, les cas pathologiques, l'indécision des caractères, l'attirance de la misère physiologique et morale et la dégradation humaine qui se traduit par la curiosité bienveillante des milieux crapuleux ou interlopes. Et tout ça au détriment de l'énergie volontaire puissante, généreuse, la bonté active, l'héroïsme et le sacrifice. Voilà. Donc, alors, quant aux esthètes, eux, ils se défendent régulièrement contre ces accusations en invoquant les règles de leur métier, en affirmant les droits imprescriptibles de la création et de la pensée et en niant les effets sociaux de l'art. L'art n'est pas une cause, disent-ils, il ne fait que refléter la société. Théophile Gautier, dans sa préface à Mademoiselle de Maupin, écrivait « Les livres suivent les mœurs et les mœurs ne suivent pas les livres ».
contestant le principe même de juger la littérature, de juger les œuvres selon des critères extralittéraires, ils opposent le beau et l'utile, opposition que Gide a immortalisée en une formule célèbre, les bons sentiments ne sont pas matière à littérature. À la morale, ils opposent, outre le désintéressement, le principe de vérité qu'ils doivent servir avant tout. En revanche, en temps normal, les esthètes ignorent généralement les attaques dont ils sont victimes de la part du pôle des écrivains populaires, façon de refuser tout échange qui ne respecte pas les règles du débat d'idées. Ainsi, l'équipe de l'ANRF décida de ne pas répondre aux accusations d'Henri Béraud, mais le directeur de la revue à cette époque, Jacques Rivière, faillit se battre avec lui en duel. Il n'en va pas de même dans les périodes fondatrices ou dans les périodes de crise, à l'occasion desquelles l'offensive des écrivains situés au pôle hétéronome, qu'ils soient dominants ou dominés, contraint les défenseurs de l'autonomie à s'unir, voire à se politiser pour défendre ou reconquérir les droits de la littérature. La violence de ces attaques fut le ressort de la mobilisation des écrivains situés au pôle autonome pendant la période de l'occupation allemande, par des moyens proprement littéraires, qu'il s'agisse de la contrebande poétique, qui recourait à un langage métaphorique codé pour parler des événements au grand jour, ou de la clandestinité, la résistance littéraire a rallié nombre d'écrivains situés au pôle symboliquement dominant, d'André Gide à François Mauriac. Enfin, la réplique des esthètes aux attaques des avant-gardes se place sur le terrain esthétique même. Leur stratégie consiste généralement à accueillir les hérétiques tout en refusant les hérésies, pour reprendre une expression de Jean Paulhan qui dirigea l'ANRF de 1925 à 1940. Ainsi, cette revue a su assimiler les apports de l'avant-garde dadaïste et surréaliste en s'attachant durablement, mais non sans heurts, plusieurs de ses membres les plus en vue, comme Aragon, Éluard, ou pour la deuxième génération, Queneau et Léris. Dada fut intronisé par André Gide, qui, fidèle à son combat contre les institutions sociales, louait l'effet salutaire de cette, je cite, « entreprise de démolition du passé à travers la décomposition du langage ». Jacques Rivière, donc directeur de la NRF jusqu'en 1925, y voyait quant à lui une démonstration par l'absurde de ce que, poussé à son extrême, le subjectivisme comme extériorisation de soi aboutissait à la négation de l'art, et il saluait la franchise de cette démarche qui signait l'acte de décès du symbolisme. Mais lorsque le groupe surréaliste se politise, la revue va s'ouvrir aux dissidents et aux opposants qui condamnent la dérive idéologique du mouvement, la Nouvelle Revue française. En temps de crise, comme sous l'occupation, quand la lutte entre vieux et jeunes est mise en suspens à la faveur de la lutte pour la défense de l'autonomie du chant, les aînés s'allient avec les cadets qui montrent la voie de l'opposition à laquelle les premiers, donc les aînés, vont apporter leur légitimité. Donc, en conclusion, on peut s'interroger sur la transposabilité de cette approche à d'autres contextes nationaux. La théorie des champs a une application universelle, à condition que soient réunis d'une part les éléments nécessaires à leur autonomisation, division du travail, existence d'un corps de spécialistes, instance spécifique au champ littéraire, existence d'un marché des œuvres littéraires, et aussi que d'un autre côté, ces principes de structuration soient étudiés empiriquement dans le contexte historique donné. Si les oppositions entre dominants et dominés et entre autonomie et hétéronomie structurent tous les champs, il faut étudier précisément les formes qu'elles revêtent dans chaque histoire nationale et selon le degré d'autonomisation du champ en question. Et de même, pour le cas français, je me suis essayé récemment à mettre en œuvre ce modèle d'analyse pour ceux qu'on appelle les nouveaux réactionnaires ou les néo-réactionnaires, et ça s'est révélé assez probant. Voilà. Eh bien, merci pour ce prolongement de nos leçons vers le XXe siècle, puisque tous vos exemples sont venus plutôt de cette période. Bon, une des questions qu'on voudrait vous poser, il y en a beaucoup. Oui, vous dites au fond cette double dichotomie et sans reste. Il n'y a pas de, comme on dit, outliers. Je ne sais pas très bien comment on dit ça en français. Qu'est-ce que vous faites des outliers et vous donner des exemples de...
On peut, évidemment, il y a des exemples intermédiaires de figures qui, comme ce sont des types idéaux, on a des figures qui, à certains moments de leur trajectoire, appartiennent plus à un pôle. On peut prendre Céline, par exemple. Le Céline des pamphlets n'est pas le même que le Céline. Céline, quand il écrit Voyage au bout de la nuit, il est un peu au pôle des avant-gardes. Quand il écrit les pamphlets, il est plutôt au pôle que j'ai appelé des polémistes. Voilà, donc, et puis il se notabilise aussi sous l'occupation. Il est invité à faire des inaugurations et patronage. Alors c'est plutôt en tant que médecin parce que les Allemands n'aimaient pas trop sa prose, qui restait quand même trop gênante pour ces amateurs de classicisme. Voilà, donc bien sûr que et ça n'est pas fait pour figer, au contraire, c'est fait pour dynamiser, mais c'est plutôt l'idée de dire que toutes les formes ne sont pas possibles aux différents pôles. Toutes les rhétoriques ne sont pas possibles, en fait. C'est-à-dire qu'on ne voit pas Gide écrire comme le fait Rebatté. C'est pas envisageable à aucun moment de sa trajectoire. Voilà. Donc ce style-là, et je vous ai épargné la citation, on le trouve pas ni au pôle d'ailleurs des avant-gardes qui peuvent aller très loin dans la violence verbale, mais pas dans ces registres-là. Enfin voilà. Et par exemple, le cas que j'analysais tout à l'heure de Chateaubriand en prison, retrouvant l'inspiration poétique, c'est le dominant traversant. Mais Chateaubriand a une position. Alors d'abord, on est au début du 19e, donc cette structuration, elle s'établit au cours du, je dirais, plutôt vers 1850, le moment où Bourdieu date l'autonomisation du champ littéraire. Donc là, effectivement, Chateaubriand, par ses prises de position, effectivement, il est dans une position qui n'est pas dominante. Il est dominant socialement, mais en tant qu'auteur, il est du côté de l'anticonformisme, il combat quand même l'orthodoxie. Donc on peut pas c'est pas la position sociale en tant que du point de vue de, c'est leur position littéraire en fait que je distingue, parce que Gide est un grand bourgeois, mais ça n'empêche pas de pas être un notable. Au contraire, c'est ce qui rend ça possible, c'est le fait de ne pas devoir vendre d'exemplaires de ses livres pour vivre fait qu'il a une liberté que n'a peut-être pas Henri Bordeaux, qui a hérité des dettes de son père et qui doit voilà, comme il choisit de ne pas être avocat, voilà. Oui, c'est vrai que pour Bourdieu, Chateaubriand n'est pas dans cette période. Mais Malraux, voilà, un auteur qui joue toujours sur le... qui casse ces... Malraux, dans les années 20, est clairement du côté des avant-gardes. Il est le seul, avec les surréalistes, à dénoncer le colonialisme et à écrire la tentation de l'Occident. Enfin, il est vraiment dans ce champ à ce moment-là. Sa position va vraiment changer. Dans les années 30, il devient un écrivain reconnu, donc il est plutôt au pôle des esthètes. J'ai cité L'Espoir, donc la manière de faire entrer la politique dans l'œuvre, la prendre comme un cadre. C'est pas, il esthétise pas la politique, il crée une œuvre littéraire qui parle, mais qui donne une forme à cette œuvre, et on ne trouvera jamais sous sa plume le type non plus le style de Rebatté, par exemple. Par contre, après la guerre, Malraux, il devient une sorte de notable quand même. En 59, il est ministre de la Culture, mais il occupe déjà une position, il est proche de Gaulle après la guerre, il est au RPF, enfin voilà, donc il se notabilise, on peut dire. Il se notabilise socialement, mais l'œuvre reste... l'œuvre de cette époque, elle diffère quand même Il reste un esthète, il reste jusqu'au bout d'ailleurs. Les anti-mémoires, oui. Oui, complètement, on est absolument d'accord. Donc lui, il est typiquement une figure, il est entre les deux, et je pense qu'il reste jusqu'au bout un esthète, ça c'est clair, tout à fait. Oui, quand on voit l'œuvre finale, les anti-mémoires reste une œuvre... par certains côtés avant-gardiste aussi, en subvertissant
Oui, non, mais ça, oui, non, je suis d'accord que. Mais les esthètes sont aussi des gens qui travaillent à partir des, enfin, qui remettent. Mais disons que là où ils renouvellent vraiment les possibles esthétiques, c'est dans les années 20-30, où son œuvre change l'espace des possibles. Sartre d'ailleurs va aussi réagir par rapport à ça. Enfin, ça remet en cause un certain nombre de formes établies, je dirais. Ouais. Tout s'achève en Sorbonne, comme disait Valérie. Hein, c'est ça. Oui, parce qu'il faut ajouter cette question de l'évolution au cours d'une carrière. Oui, le vieillissement social, en fait. Voilà. Forcément, une fois qu'il a établi certains principes, avant la guerre, c'est vrai que la forme du roman 19e est encore prévalente. Et la citation que j'ai donnée de Sartre contre Mauriac, fin des années 30, enfin en 39, va remettre en cause. Alors, évidemment, le nouveau roman est allé beaucoup plus loin dans cette remise en cause. Mais donc, Malraux n'est plus aussi novateur dans les années 50 qu'il l'était dans les années 30. Voilà. Donc, oui. Une évolution qui est en partie le fruit de ce que Malraux a opéré. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment Aragon commence à changer les formes de ses écrits après s'être un peu fourvoyé dans la poésie nationale. À la fin il réagit au nouveau roman. À partir de la Semaine Sainte, il commence vraiment qui, pour moi, c'est un immense écrivain, hein, Aragon. Donc, voilà. Blanche, quand on lit Blanche l'oubli ou oui, La mise à mort, c'est au-delà du nouveau roman. Complètement. Tout ce qu'a fait le nouveau roman est complètement conçu et repris. C'est pour ça qu'on se dit, ben oui, quand on pense à Aragon qui est très intuitif de tout ce qui se fait à tout moment, puisqu'il a tout traversé. Il fait du roman populaire. Donc il a été partout, Aragon. Aragon, il a une capacité, c'était un liseur comme, il avait une capacité, puis j'ai vu les manuscrits d'Aragon, il n'y a pas une rature, c'est incroyable, il a écrit énormément, c'est un immense écrivain, il avait une culture... ce qu'il fait avec le renouvellement de la rime en 40, c'est pas simplement renouveler la rime. Il va chercher dans la poésie du Moyen Âge. Il travaille à partir d'Apollinaire, mais aussi de Mayakovsky. Il y a un travail sur la forme, alors qu'il est au Parti communiste et qu'il est à moitié clandestin. Il doit se cacher. C'est étonnant. On ne voit pas très bien où on le mettrait, Aragon, jusqu'à la fin. Si, il est avec les avant-gardes dans les années 20, complètement. Après, au Parti communiste, on pourrait le mettre du côté des polémistes, mais en fait, il n'y sera jamais. Et d'ailleurs, au sein du Parti communiste, moi, j'ai les archives de ses interventions au comité central. Il passe son temps à défendre l'autonomie de la littérature. C'est assez amusant, finalement. Voilà, donc il est dans une position assez impossible au sein du PC, qui lui apporte quand même un lectorat, mais il doit, à la fin des années 40, il doit défendre l'autonomie de la littérature face à la tendance ouvriériste du Parti communiste qui dit que c'est pas comme ça qu'on écrit pour les ouvriers. Et donc c'est là qu'il commence à invoquer des arguments en disant mais je dois être jugé par des spécialistes de la littérature. Quelqu'un qui n'a pas la culture nécessaire ne peut pas juger de mon œuvre. Donc voilà. Donc bien sûr qu'il y a des figures qui se situent un peu entre, mais lui il reste un esthète jusqu'au bout aussi, même quand il s'est notabilisé, qui est devenu la grande figure du Parti communiste. Mais oui. Et alors, oui, vos quelques mots de conclusion tendraient à dire que ça fonctionnerait toujours. Oui, alors j'ai travaillé récemment sur les écrivains dits, qu'on peut assimiler à ces intellectuels néo-réactionnaires. Et donc, effectivement, on voit que les formes ne sont pas du tout les mêmes dans la polémique. Si vous prenez le style Zemmour, par exemple, qui d'ailleurs à ce pôle, ils ont souvent des procès en diffamation, justement. Évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'écriture d'un Richard Millet ou de Houellebecq même, voilà, qui eux sont plutôt le pôle esthète.
Donc on retrouve ces figures polémistes, notables, esthètes, pas trop les avant-gardes par contre. Ça, je ne les trouve pas de même que je n'avais pas vraiment trouvé d'avant-garde fasciste dans l'entre-deux-guerres. On aurait pu dire ça de Céline, mais Céline, quand il s'oriente vers l'extrême droite, il est en fait déjà plus vraiment, comme je disais, à l'avant-garde. Parce que le fascisme, quand il arrive en France, il est déjà vieux. Le fascisme a été une avant-garde politique en Italie, début du siècle, et il y a eu des écrivains avant-gardistes proches du fascisme, mais en Italie. Bien, je crois qu'il me reste à vous remercier pour cette dernière intervention. Merci beaucoup à vous. Et à remercier tous les auditeurs à la fin de cette série de leçons et de séminaires, et à vous rappeler que le 11 mai, nous aurons un dernier colloque.